Aujourd'hui, du coup, on a continué avec une périodicité, toujours la même. Maintenant, on a une cinquantaine d'épisodes. On a environ une centaine d'écoutes par épisode, avec des épisodes qui ont très bien marché, qui ont beaucoup plus d'écoutes que ça. Et bon, et ça, c'est un petit truc, c'est pas quelque chose, c'est pas comme les podcasts qu'on écoute et qui ont vraiment beaucoup de public. Mais pour nous, pour notre objectif, qui était celui de faire vivre notre association, faire connaître les travaux de nos membres et d'autres personnes qui travaillent sur le Brésil, pour nous, notre objectif, pour nous, est atteint. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était d'ouvrir un peu la discussion, à la fois pour partager mon expérience en termes même techniques, si ça vous intéresse, sur comment est-ce qu'on fait un podcast, comment on le publie, comment on fait la communication dessus, quelles sont les choses qu'il faut penser, etc. Et à la fois, le long de ces années, en faisant moi-même un podcast, j'ai commencé à réfléchir sur certains podcasts que j'écoutais et quels usages on pourrait faire dans la recherche de ce type d'outil-là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est ça. Je vais présenter rapidement quelques réflexions que j'ai eues à propos de ça et après, on peut discuter. Et si vous avez des questions très précises ou très générales ou juste envie d'échanger à ce propos, voilà, c'était ça un peu l'idée pour aujourd'hui. Et donc, pour commencer, à quoi on a pensé ces 2 dernières années, à quoi ça pourrait servir un podcast dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. Donc, tout d'abord, la première chose que vient en tête, c'est le podcast comme un outil de vulgarisation de la recherche. Et donc, un moyen de communiquer autrement que par des articles académiques, des colloques, etc., sur nos sujets de recherche. Et donc, faire connaître un plus grand nombre nos thèmes, parler des sujets sur lesquels on travaille en dehors de l'université. Donc, il y a des gens qui font ça, de la valorisation des documents de recherche. Donc, par exemple, il y a des gens qui travaillent avec des documents sonores ou des prises de son, des entretiens. Et tout ça peut être monté sous la forme d'un podcast pour être valorisé autrement. Donc, il y a cette possibilité, donc la vulgarisation. Il y a une autre possibilité, c'est l'utiliser comme un outil lui-même pour la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un peu ce qu'on fait, nous, c'est que pour nous, notre podcast, c'est un canal de communication entre spécialistes. Donc, même si on essaye de créer d'utiliser un langage grand public qui pourrait intéresser d'autres personnes, nous qui faisons les podcasts et les gens qui on invite, c'est des chercheurs en sciences humaines et sociales sur le Brésil. Et donc, on utilise ça comme un moyen de faire du réseau entre nous et d'échanger d'idées dans cet espace spécifique. Et donc, ça existe beaucoup, ça. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et ça s'appelle le podcasting académique. Et donc, c'est des sortes de podcasts sur un thème où on groupe des recherches spécifiques. Donc, les Américains font pas mal ça. Donc, ils ont des labos. C'est peut-être une idée pour l'IDEA, pour valoriser le travail de gens de son réseau. Parce qu'il y a beaucoup de labos de recherche aux États-Unis qui font ça, le podcast du labo. Et donc, ils invitent tous les profs, les doctorants, les gens qui sont invités. Et du coup, ça fait ça, de la valorisation du travail de la personne. Et à la fin, ça crée une sorte de réseau interne pour lequel on peut inviter des gens qui nous intéressent, que leur travail l'intéresse pour échanger. Et ça peut être aussi une manière d'explorer des formes non traditionnelles pour faire de la communication savante. Donc, du coup, par la narration et l'édition de son, réfléchir à d'autres manières de faire de la recherche, quoi. Et peut-être un troisième moyen d'utiliser les podcasts dans le monde académique, universitaire, c'est de l'utiliser comme un outil d'enseignement. Et là, par exemple, pendant la pandémie, il y a pas mal de gens qui ont fait des podcasts pour faire de cours à distance. Et donc, à la place de faire du Zoom ou des vidéos, utilisaient des enregistrements. Et donc, podcast dans son truc très basique, que c'est un enregistrement sonore.
on peut utiliser comme un outil d'enseignement. Donc, ça, particulièrement, c'est très bien pour l'apprentissage de langue. Par exemple, donc utiliser des documents sonores faits spécifiquement dans le cas d'un apprentissage de langue pour support de cours. Donc, par exemple, il y a un projet d'une maître de conf de Lyon, qui est en section portugais, où elle a fait un site internet, où elle a demandé à des spécialistes de faire un petit texte, un peu en mode vulgarisateur sur une thématique d'histoire du Brésil. Et donc, il y avait les textes écrits. Et sur le site internet, du coup, elle faisait des focus sur des mots spécifiques, parce que bon, c'est pour l'apprentissage de langue. Et en même temps, elle a créé un podcast associé au cours, où en fait, il y avait des gens avec des accents différents de portugais qui lisaient les textes. Et donc, elle utilisait ça pour son cours. Mais c'est pas seulement pour c'est pas restreint à l'apprentissage de langue, parce que il y a aussi, moi, je connais particulièrement un projet d'historienne aux États-Unis qui s'appelle Dig History. Et elles font des podcasts narratifs sur un sujet. Et donc, elles travaillent du coup sur la historiographie autour d'un sujet spécifique. Et elles ont aussi un site internet associé où elles proposent des activités que des professeurs peuvent faire en cours avec leur podcast. Et donc, du coup, tant des documents que des questions, que de la bibliographie associée pour utiliser ça comme vraiment un outil de support de cours. Et là, pour le coup, leur podcast, il est super populaire. En fait, elles ont vraiment des milliers d'écoutes et pourtant, c'est quelque chose qu'elles avaient pensé à la base comme un outil pour l'enseignement. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être donné comme un exercice pour les élèves. Et donc, l'idée de construire une narration, peut-être faire des entretiens, et mettre en relation des documents sous la forme d'un rendu sonore. Et bon, et donc, ça, c'est un peu les trois choses que pendant ces années, on s'est dit qu'on pouvait faire avec les podcasts à l'université. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être on peut échanger sur ce que vous pensez de ça. Mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on a identifié jusqu'à présent. Et maintenant, d'un point de vue un peu plus pratico-pratique, qu'est-ce qu'on doit savoir pour faire un podcast? Comment est-ce qu'on se lance dans ça? Et est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible de faire un podcast? Oui, en fait, la technique, elle est très facile. Il suffit de maîtriser un outil d'édition sonore quelconque. Donc, nous, on utilise Audacity parce que c'est un logiciel libre, mais il n'est pas extrêmement accessible en termes de... Il est pas facile à utiliser, mais il y a beaucoup de vidéos Internet qui expliquent. Mais sinon, il y a d'autres choses, comme par exemple, sous Mac, il y a le GarageBand, une sorte de app de Mac qui permet d'éditer du son plus facilement. Puis après, il faut trouver une plateforme de diffusion, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce que les podcasts finissent sur iTunes, Spotify, etc. Normalement, on met nos podcasts sur une plateforme de diffusion qui, elle va diffuser sur les différentes plateformes. C'est assez facile, c'est gratuit, il faut juste faire un compte et puis publier les podcasts à partir de là. Et donc ça, c'est pour la partie technique, c'est assez simple, mais il faut réfléchir à certaines choses. Donc par exemple, quels sont les publics qu'on vise avec un podcast? Donc à la fois, on peut partir de ça pour créer une idée de podcast, c'est dire est-ce qu'il y a quelque chose qui n'existe pas dans les podcasts et que je pense que les publics seraient intéressés à entendre parler? Est-ce qu'il y a un public qui ne trouve pas? Mais ça, c'est si on veut faire du chiffre, donc si on veut trouver un truc populaire. Mais juste sinon en soi, c'est juste qu'est-ce qu'on a envie de parler et puis qui sera mon public, parce que ça aide à définir les formats. Par exemple, très pratique. Nous, on s'est dit que personne allait écouter un entretien avec une universitaire pour plus de 30 minutes. Et donc, par exemple, nous, on a fait le choix qu'on allait faire des entretiens maximum 30 minutes parce que plus longtemps que ça, on allait perdre notre auditorat parce que ce n'est pas aussi intéressant que, par exemple, je ne sais pas si vous écoutez des podcasts, j'imagine que oui, parce que tout le monde écoute maintenant, mais il y a les podcasts qu'on appelle narratifs. C'est où quelqu'un va écrire une histoire qu'elle va raconter avec souvent des interventions sonores ou parfois des entretiens. Ça captive l'attention. Et donc, on peut écouter une heure et demie de ça.
Mais un entretien avec quelqu'un qui parle de son travail, des concepts, etc., c'est mort. Donc, pour nous, on s'est dit, bon, notre public, qui est un public universitaire, etc., bah, plus que 30 minutes d'entretien, c'est mort. Donc, on essaie de limiter à 20 minutes. Donc, il faut penser à ce genre de choses. Autre chose, on savait qu'on n'allait pas avoir un public captif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'allait écouter tous nos podcasts, comme on peut écouter une série sur, je sais pas, sur les travails. Donc, on est là, genre, je vais écouter tous les 12 épisodes de ces podcasts. Personne n'allait écouter tous nos épisodes. Que les gens, ils allaient aller vers les gens qui s'étaient intéressés ou les thématiques qui s'étaient intéressés. Et c'est aussi un parti pris. On essaie d'être très clair dans nos descriptions d'épisodes et nos titres, de quoi ça parle et avec qui, pour que les personnes puissent choisir, picorer en fonction de leurs intérêts. Et donc, bon, c'est ça. Ce qui est important, c'est définir quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça, pour pouvoir bien cibler la manière de faire et le public. D'autres choses qui sont importantes, c'est de penser à quelle est la structure de son podcast, parce que les podcasts, souvent, ils ont des moments. Et donc, par exemple, pour créer une identité sonore que les publics puissent entendre, par exemple, nous, on a une petite musique au début qui est toujours la même et que du coup fait l'identité sonore du podcast. On a une identité visuelle qu'on utilise dans notre communication, mais aussi on a une sorte de... On essaye de faire toujours pareil. On commence de la même façon, à la fin... Maintenant, on ne fait plus ça, mais pendant toute la première saison qu'on a fait, à la fin, on demandait un conseil de lecture, par exemple. Et du coup, ça fait une identité. Ça fait que les gens ils reconnaissent les formats et quand ils écoutent, ils retrouvent la même chose. Et donc, ça, c'est quelque chose à penser aussi. Et après, la présence dans les réseaux. Donc, comment communiquer autour du podcast. Et donc, tout ça, ça passe par des réseaux sociaux. Et donc, c'est important aussi de penser en fonction du public et de notre objectif, par où on va passer pour diffuser. Et donc, pour nous, à l'université, il a tous ces listes mail de recherche, mais il y a les sites institutionnels aussi, si on est associé à un labo, à quelque chose, pour pouvoir faire connaître notre travail. Et puis, autre chose à penser aussi, c'est la périodicité. Quand est-ce qu'il y aura un nouvel épisode? Et donc, nous, on fait tous les 15 jours. Et donc, tous les 15 jours, donc nous, on fait les premiers et les 15 du mois, on publie un épisode. Donc, s'il y a quelqu'un qui est très passionné, il nous attend avec impatience, ils peuvent avoir un repère dans le temps. Voilà, donc ça, c'est un peu mon expérience et mes idées autour du podcast. Et je vais ouvrir maintenant, si vous voulez faire des commentaires, des questions, d'autres choses. Et merci. En réalité, à part faire ça professionnellement et avoir des contrats de diffusion exclusifs, donc par exemple Spotify, il fait ça, il produit des podcasts et donc ils ont l'exclusivité. Mais en général, ce sont des plateformes en ligne qui, elles diffusent sur différentes plateformes. Et donc, ce qu'il faut choisir, c'est ton site hébergeur, en gros. Normalement, les gens utilisent Anchor, qui est un site gratuit et qui à la fois permet de monétiser ton podcast si tu veux. Enfin, ils peuvent insérer des pubs si tu veux. Nous, on ne fait pas ça. Mais bon, si ça peut devenir un projet de sortir de l'université, pourquoi pas. Après, il y a des boîtes de prod aussi qui peuvent produire des podcasts. Donc, je ne sais pas, il y en a plein, Nouvelles Écoutes. Et eux, parfois, ils achètent des projets. Et donc, du coup... Mais sinon, c'est assez libre. Si c'est un podcast non monétisé, tu peux mettre et enlever un peu à ta guise. Évidemment, avec plein de petites lettres que personne ne lit jamais. Mais par exemple, je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un pourrait utiliser ça, si une plateforme pourrait utiliser notre travail s'ils deviennent propriétaires, comme pour Instagram et les images, je n'ai aucune idée si eux, ils deviennent propriétaires de... Par contre, il faut faire attention à des choses de droit d'auteur dans les podcasts. Donc, par exemple, si tu passes une musique, tu peux pas. Il faut soit utiliser qu'un petit morceau, etc. Parce que des plateformes comme Spotify et iTunes, ils identifient ça et ils coupent ton podcast si tu as des choses qui sont soumises à droit d'auteur dedans.
Là, sur notre podcast, et on fait des entretiens. Donc, on pose des questions à la personne et elle répond. Et en fait, on dit aux gens avant qu'on ne veut pas dépasser 30 minutes. Parfois, ça arrive de dépasser, mais du coup, on coupe. On édite les entretiens pour que ça fasse 30 minutes. Mais notre idée, c'est qu'à la fois, la personne, elle puisse partager dans le podcast ce qu'elle fait ou ses idées à propos d'un sujet. Par exemple, là, récemment, on a fait une série sur les élections au Brésil. Et donc, du coup, c'était autour des aspects très précis de la recherche de ces gens-là ou de leur travail. Et on pose des questions. Et si c'est trop long, on coupe. Et les questions, vous les posez en direct ou vous les préparez avant? Ça dépend. On prépare avant, en tout cas, mais on demande aux gens. Parfois, il y a des gens qui veulent bien faire live et après, sinon, la plupart des gens ils préfèrent recevoir avant. Donc, du coup, ça permet eux aussi de condenser au préalable ce qu'ils vont dire, se préparer à l'exercice. Et bon, l'idée, c'est pas de faire un exposé académique pour nous. L'idée, ce n'est pas de faire comme on ferait dans un séminaire où on va présenter nos recherches et on va raconter toutes les choses. Notre format, il est beaucoup plus général que ça. L'idée, c'est de faire connaître. Donc, on parle de manière très générale. Parfois, on approfondit sur un sujet ou une thématique, mais ce n'est pas un cours. Ce qu'on fait. Après, mais après, il y a d'autres types de formats. Ça peut être ça aussi. Si les gens... Par exemple, Lisselle Quiroz, qui est à l'IDEA aussi, elle a un podcast qui s'appelle Notre Histoire. Et elle fait... On a déjà discuté de ça, parce qu'elle fait les partis pris inverses que nous. Pareil, elle demande aux gens de partager leurs recherches, mais elle fait souvent 3 épisodes avec la même personne et elle laisse la personne vraiment le temps d'étaler ses idées et sa recherche. C'est un autre genre. Mais du coup, elle rentre en profondeur sur les travaux des gens. Et après, Ça peut durer 1 heure. Oui, les siens, ils sont très longs. C'est souvent 3 épisodes d'1 heure. C'est très, très long. Mais bon, après, c'est ça, c'est long. Ce qu'on veut produire, en effet, avec le public. Et nous, on s'était dit que personne n'allait écouter tout ça. Donc, enfin, sur les sujets, tu vois. À part quelqu'un qui serait très, très, très à fond sur... Parce que, par exemple, j'ai part de mon expérience aussi de personnes qui consomment le podcast. Parfois, et on parlait de ça l'autre jour avec quelqu'un, j'ai oublié avec qui, parfois, j'ai besoin de... Parfois, j'entends parler d'un livre ou d'un travail de quelqu'un et je n'ai pas le temps à ce moment-là pour lire ces articles, son livre. Du coup, je cherche un entretien sur podcast et du coup, j'entends la personne expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Et donc, ça me donne une idée en attendant d'avoir le temps de vraiment m'approfondir. Et donc, c'était ça notre idée, faire quelque chose qui pourrait servir d'outil à la fois pour que la personne puisse servir pour diffuser son travail et à la fois qu'il y ait une personne qui est intéressée de savoir qu'est-ce que Diana a fait comme recherche, puisse avoir accès facilement et en format capsule. D'accord. Du coup, vous avez un travail de référencement par mots-clés, c'est ça? Si moi, je cherche un sujet en particulier. Oui, après, c'est sur Spotify, sur iTunes, par exemple. On peut chercher, par exemple, le nom de quelqu'un ou thème. Et parfois, bon, après, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, mais... Merci. Et bon, commençons de la fin. Oui, en fait, ces sites qui hébergent les podcasts, ils ont des données assez poussées. C'est assez flippant, en fait, de voir parce que... donc, ils distribuent sur ces plateformes, iTunes, Acast, Spotify et d'autres. Et à partir de ça, ils récupèrent des données de ces plateformes-là. Donc, ils nous donnent, par exemple, déjà combien d'écoutes on a par podcast, combien de temps les gens écoutent. Il y a même, on peut même voir, genre, par exemple, quand les gens arrêtent d'écouter. Et puis, il y a ça, genre, la démographie des gens qui écoutent. Donc,
hommes, femmes, venant de quel pays, quel âge. Donc, c'est assez... Donc, tu peux voir quelles sont les plateformes qui marchent les mieux. Mais comme j'ai dit, à part ces contenus exclusifs qui sont produits par Spotify, par Acast ou par certaines boîtes de prod, et la plupart des podcasts, ils sont diffusés dans toutes les plateformes. Donc, pour nous, ce n'est pas un enjeu parce que nous, on est sur toutes. Et donc, comme on n'a pas cet enjeu monétaire. Après, sur la citation des podcasts, je pense que le podcast, il peut être cité comme en émission de radio. Donc, je veux dire, pour ce qu'il est, ce n'est pas un travail universitaire, ce n'est pas un article, mais c'est c'est une source. C'est ça, c'est comme, je pense que c'est un peu équivalent à ce qui serait une... Et bon, sur les futurs de ça dans le milieu académique, je ne sais pas, d'un côté, je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui connaît beaucoup de succès après le confinement. Tout le monde s'est mis à faire ça parce que c'est assez simple de faire. Et donc, dans certains côtés, il y a une sorte de surenchère. Donc, il y a beaucoup trop d'offres. Mais tant que ce n'est pas une activité professionnelle où il faut se poser des questions sur la réussite de ce que tu es en train de faire, pour moi, ça reste valable tant que ça atteint les buts que t'intéressent à toi. Donc, comme je disais, pour ce qu'on fait, c'est un outil de l'association pour faire vivre l'association, pour faire connaître nos travaux, pour mettre des chercheurs en relation, pour nous, ça marche. Et donc, nous, on est satisfait avec cet usage-là. Après, comme modèle économique, c'est une question si ça peut survivre. Mais en tout cas, c'est très utile. Ce qui est cool, c'est que c'est très facile à faire et diffuser. Et dans ce sens-là, si ça remplit l'objectif que tu as, c'est cool. Même si c'est un podcast fermé, genre où tu utiliserais dans un cours uniquement. Même ça, si ça sert à ce que tu es en train de faire, c'est cool. Et, oui, c'est vrai que c'est simple à faire dans le sens où une fois qu'on a compris comment la technique, elle marche, ça roule, mais c'est très chronophage. Et encore, nous, on fait un podcast d'entretien, ce qui est assez facile à faire parce qu'on a très peu d'édition. On a juste à traiter un petit peu les sons, couper un petit peu les parties et coller les vignettes. Donc, c'est ça, en fait, les travaux d'édition. Ça va. Parce qu'on a essayé à un moment donné de passer sur des épisodes narratifs et c'était insoutenable. Parce que là, pour le coup, il fallait écrire, il fallait que ce soit bien, c'était beaucoup trop. Et nous, on est trois à faire ces podcasts-là. Et donc, on se partage le travail dans le sens où on se partage les entretiens. Donc, on n'a pas à chercher chacune et préparer 2 entretiens par mois. On roule. Donc, ça fait que pour nous, c'est un rythme qui nous convient, qui fonctionne. Et parce qu'on a ce format un peu simple, mais c'est vrai que ça dépend de ce que tu veux faire. Ça peut être un boulot à temps plein, quoi. Et puis, par rapport à la valorisation, par exemple, il y a eu pas mal de gens qui passent de la thèse à commencer à faire des podcasts. J'ai entendu, j'ai vu quelques exemples. Il y a par exemple une personne qui a travaillé sur la méditation, en thèse en sociaux, qui a utilisé ces enregistrements sonores à la fois des entretiens et à la fois des expériences, des méditations, des moments, pour faire un documentaire sonore que la personne a vendu à France Couture et qui donc a passé sur France Couture. Donc, il y a des choses comme ça, en fait, si on utilise des enregistrements. Mais après, c'est ça, ça pose toutes les questions éthiques vis-à-vis de ton matériel. Si tu vas l'utiliser, il faut que les personnes elles soient prévenues à l'avance, il faut qu'elles signent des décharges.
Bon, merci pour ce commentaire. C'est vrai, ouais, si on veut valoriser nos sources à travers la constitution d'un podcast, il faut que ça soit pensé en amont, comme des gens qui font des documentaires à côté de leur travail de travaux de thèse. On ne fait pas juste parce qu'on a enregistré des choses, il faut vraiment réfléchir comme un projet, ne serait-ce que pour ces questions éthiques, mais aussi pour les designs de l'entretien, quel type de choses on est en train de capter. Je ne connais personne qui a fait ce que tu disais, utilisé comme un outil, mais il est possible qu'il y ait des gens qui ont fait ça, mais moi, je ne connais pas. Pour les questions plus techniques, comme j'ai dit, on a commencé pendant le confinement, et donc en fait, on enregistrait des entretiens Zoom, tout simplement, qu'on éditait après, on traitait un petit peu les sons pour que ce ne soit pas horrible, mais en réalité, la plupart du temps, on fait toujours comme ça, parce que c'est un podcast en portugais, hein, d'ailleurs. Et en fait, la plupart de nos interviewés sont au Brésil. Et donc, on fait beaucoup ça. Mais c'est nous est arrivé de faire des vrais entretiens. Et là, on utilise soit des tables de mixage avec des micros, soit des enregistreurs, le même enregistreur qu'on utilise pour les entretiens, on utilise les mêmes en fait. Nous on est on n'est pas un truc pro, donc on n'utilise pas du vrai matos. Donc notre son il n'est pas aussi bien comme à la radio, mais franchement les mêmes Zoom etc. Les sons il est assez bon. Donc c'est pour ça que je pense que c'est facile à faire parce que même quand on utilise un système assez basique, comme juste un ordinateur, même l'enregistreur des portables, ça ne fait pas un son si dégueulasse que ça. Mais bon, non, donc nous, on n'a pas de locaux, on interviewe les gens quand c'est possible et souvent en ligne. Mais bon, moi, j'ai fait un postdoc, actuellement, j'ai fait un postdoc en Suisse, et eux, par exemple, qui sont beaucoup plus dotés que les universités françaises, eux, ils ont une salle d'enregistrement dans l'université, donc une salle pour faire des enregistrements sonores type radio. Mais bon, j'ai utilisé qu'une fois. Je ne connais pas de fonds de ce type en France, mais c'est possible. C'est possible que ça existe en termes de valorisation des recherches. Après, je regarde pour les gens qui sont plus dans l'institution, mais j'ai jamais vu en France. Par contre, c'est ça, j'ai déjà vu des gens qui sortent de la recherche et essayent de vendre ça à la radio, à des boîtes de prod, etc. Au Brésil, je sais qu'il y en a. Il y a des instituts qui financent la vulgarisation scientifique et qui donc financent des podcasts. Mais ce que je sais par contre, c'est que dans des projets européens ou dans des projets comme ANR de ce type, il y a toujours un volet vulgarisation ou aller vers les publics. Et pendant une époque, tout le monde disait qu'ils allaient faire un blog sur Hypothèse. Et maintenant, tout le monde dit qu'ils vont faire un podcast. Ça passe bien, mais... Et donc, merci. Mais sur cette question de comment est-ce qu'on a créé le modèle, en fait, on a fait à trois. Donc, on avait envie de, je sais pas, en parlant, c'était le confinement, en parlant sur Skype un jour, en prenant un verre, faisant un apéro confinement, on a dit, ah, mais pourquoi on ne fait pas ça, etc. Et donc, à un moment donné, on a fait une réunion et on a décidé toutes ces choses. On a pensé au format, à la durée, à la thématique, à comment on allait inviter les gens. Et donc, on a mis tout ça sur papier et puis après, on a vendu l'idée à l'association. Et donc, on a dit, on va faire ça. Et puis, les gens étaient très contents qu'on faisait ça. Mais donc, maintenant, c'était à trois. Et à partir de notre expérience de consommatrice des podcasts et de ce qu'on voulait en fait faire nous-mêmes. Donc voilà, c'était ça. Et puis sur les formats podcasts, bon, pour être très sincère, en fait, on a décidé de faire ça parce qu'on était curieuse, on avait envie de tester l'outil, parce que nous-mêmes, on écoutait beaucoup. Mais par rapport à YouTube,
Je pense que YouTube, c'est quelque chose qui on est vraiment un peu collé à l'ordinateur. On est obligé d'avoir l'ordinateur ou les portables, mais il faut regarder. Alors que la consommation sonore, elle est un peu plus libre. On peut écouter un entretien en faisant la vaisselle. Je trouvais que c'était plus libre. C'est peut-être plus libre dans ce sens, mais bon, après il y a son mauvais côté, qu'il n'y a pas un accroche visuel. Mais bon, c'est... En tout cas, merci beaucoup pour vos questions et vos commentaires, etc. et de m'entendre à ce sujet qui m'intéresse beaucoup.